Barbie est présente pour votre émission Réussite. Vous remarquerez que bien que nous ne soyons pas encore en période de fin d'année, elle s'est mis quelques bijoux autour du cou. Elle a malgré tout une certaine timidité, elle est réservée, et elle m'a demandé d'être son porte-parole. Je resterai donc tout au long de votre émission à votre disposition pour répondre aux questions que vous voudrez bien poser. Salut Toki, salut à tous. Comment vas-tu Toki? La réponse, tu la connais, vous la connaissez tous. Ça va très bien. Je vais super mal, je me sens pas bien. Parce que là, on va avoir une vidéo plus longue que d'habitude. Là, ça va être un peu long. Là, qu'est-ce que c'est? On va taper dans les plus d'une heure. Ouais, on est super content parce que après moult pas difficulté, mais un montage un peu compliqué, on va pouvoir vous présenter enfin l'interview de la personne que vous avez vue entre le générique et notre intervention actuelle, Robert Gerson. Donc pour nous, c'est vraiment une légende. Il a dirigé Mattel France donc de 72 à 99. Et non seulement il a dirigé, mais c'est-à-dire il a tout construit. Et pour nous, ça correspond vraiment à l'âge d'or, toutes les gammes qu'on a aimées. Prenez un catalogue que vous pouvez trouver sur eBay de 80, 85. Vous allez voir pêle-mêle, Goldorak, Big Jim, Barbie bien sûr, Maître de l'univers, Savant Fou, Brave Star, Guerre secrète, j'oublie plein de trucs, Popples, Princesse du pouvoir, des licences de tarés. Alors on va nous dire oui, c'est les Américains qui ont tout inventé, mais non, parce que sous l'impulsion de ce monsieur, il y a eu le Made in France. Enfin voilà, de là on découlait plein de choses. Donc avant tout, on tenait à remercier Seb Carletti. C'est vraiment grâce à lui, donc il connaît une des filles de Robert Gerson, donc Frédé Gerson. Et voilà, il a pu nous mettre en relation. Donc, vous allez voir l'interview. Alors, on l'a préparé à deux avec Toki, mais c'est moi qui ai eu Monsieur Gerson au bout du fil. Et je vous cache pas, quand on a Robert, on est dans ses petits souliers. Vous allez vite comprendre le début un peu hésitant. En plus, Toki, c'est pas un mystère. Je suis pas un spécialiste de l'interview, loin de là. Même si j'avais eu la chance déjà de rencontrer les frères Brizzi. Personne s'en souvient, mais j'avais à l'époque un site sur les Diaclones. C'était une gamme qui m'avait vraiment tapé dans l'œil, et j'étais allé voir ces messieurs qui m'avaient, si tout va bien, j'ai retrouvé la petite vidéo que j'incruste au moment où je parle. Ils m'avaient gentiment réalisé un dessin de mon personnage préféré qui était Jaguar. Donc c'est Ravage en Transformer MB. C'est le Jaguar qui se transforme, enfin la petite cassette qui se transforme en Jaguar. Donc voilà, j'avais fait mes armes, on va dire, avec les frères jumeaux Brizzi. Ouais, le logo il est impeccable. Ce soit le noir, c'est les engins l'hiver, c'est le côté chrome et tout, tu vois. Ouais, qu'il n'y a pas sur donc les. J'avais jamais fait. Je me dis quand t'as besoin de regarder immédiatement. Laisse le pouce, j'essaie de trouver une date. Ça met quelque chose comme ça. Ah non, je vous assure, j'ai regardé. Mais vous savez que l'année 84, ces deux années, 84 et 85, ont été très prolifiques pour nous. C'est les deux années où on a fait Diathlon, on a fait le storyboard de Roman Polanski pour son film. Ah oui, ouais. Et on a fait les séries. C'était les fois où on était jeunes, on travaillait 70 heures par semaine. C'est pareil, vous avez travaillé sur les mondes engloutis aussi, je sais. Oui, oui. Vous adorez ce dessin animé. Vous connaissez le générique? Vous vous rappelez du générique ou pas? Oui. La musique. Ouais, on a travaillé sur tout le développement, on a créé les personnages, c'était avec les la Sophira. On était au Trocadéro, tout ça, avec des constructions, on était beaucoup. Ouais. Je ne garantis pas l'exactitude, Christophe. Et là, alors je suis passé à l'unité supérieure. Robert Gerson, vous allez vite voir, rien que dans l'élocution, le maintien, la posture, les mots choisis, les termes employés, il y a tout. Il y a la colonne vertébrale. Pour nous, c'est voilà les années Mattel. On retrouve vraiment l'époque. Donc, ce que je te propose, Toki, c'est qu'on envoie ça directement. Allons-y. Et ensuite, voilà, on fera des petits débriefs par partie. Donc, l'interview a été enregistrée il y a un peu plus d'un an, le 23 mai 2024. Allez, on vous envoie ça. De ce que je sais, c'est donc Jacques Foury qui était responsable des achats pour le BHV, qui a travaillé avec vous en tant qu'importateur, et par la suite vous auriez créé Mattel France en 72. Est-ce que c'est bien le point de départ? Mattel France a été créé
en 1970, au milieu de l'année 70, par un grossiste belge qui était venu en France à la demande de Mattel pour essayer de voir si ça pouvait être un marché intéressant. Et ils avaient demandé à ce monsieur belge, au belge, comme il parlait le français, c'était donc facile pour lui d'essayer d'avoir des informations. Et il a fait ce qu'il pouvait, le monsieur, jusqu'au moment où, en 1972, on m'a appelé pour me dire, venez nous voir, ça nous intéresse. Ok, très bien. Voilà, c'est vraiment en 72 que Mattel a commencé en tant que véritable compagnie. Mattel Monde avait créé 2 filiales, une en Allemagne et une en Italie. Ah, ok. Avant de s'intéresser à la France. Il y avait un grossiste en Espagne. Je travaillais à l'époque dans un groupe international et il y a un chasseur de tête qui est venu me dire que je pouvais fortement intéresser Mattel, etc. Donc j'ai vu un responsable international qui, après plusieurs entretiens, vous savez comment ça se passe, actuellement, ils m'ont dit, écoutez, ça nous intéresserait si vous acceptiez de travailler avec nous en tant que directeur commercial, marketing et survoler l'ensemble de l'entreprise actuellement pour pouvoir lancer vraiment en grande quantité Mattel en France et dans d'autres pays par la suite, et qui parlent le français ou d'autres pays. Et donc j'ai donc été pris, du moins recruté, et là, j'ai découvert que le chiffre d'affaires n'était pas brillant, que tout ce que l'on trouve quand rien n'est vraiment présent en place. Okay. Au bout d'une demi-année, 7-8 mois à peu près, j'ai été invité à venir à Los Angeles, au siège du groupe mondial. Et j'ai été reçu par les créateurs, Ruth et Elliot Handler, qui m'ont invité avec d'autres amis de Mattel, chez eux, à Los Angeles. Et on a passé un dimanche à jouer au tennis, à se raconter la vie, etc. Après, on m'a dit, demain, on a la présentation de l'année à venir. On va voir comment vous trouvez ça. J'ai eu 2 jours, donc, d'études. J'ai été étudié par les autres pendant à peu près 2-3 jours. Okay. Et au bout des 2-3 jours, Ruth m'a dit, you are really a great guy. It's exactly what we would like to do. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Donc là, on était à peu près en 73, si je dis pas de bêtises, c'était à peu près. Oui, c'est ça. Donc, à partir de ce moment-là, ils nous ont dit merci aux grossistes et ils m'ont nommé président directeur général de Mattel en France. Bon, c'est déjà du lourd, rien que là. Alors, Ruth et Elliot, donc Ruth, c'est la dame que vous voyez. Donc, ce sont les 2 fondateurs de Mattel. Donc, voilà, il était adoubé par les fondateurs. C'est essentiel. Et alors ça, Toki, je sais pas si toi tu l'avais su, moi je l'ignorais complètement. Ah, mais aucune idée, parce qu'en fait, on connaît très mal Mattel France. Il y a très peu de choses. Si on creuse un peu dans le passé, dans les revues, les interviews, il y en a quasiment pas. En fait, tout est à faire. Et c'est pour ça finalement qu'on prend ce rôle-là aujourd'hui avec ces gens-là, parce que on découvre un monde qu'on ne connaît pas avec eux. On s'y attend. Moi, je m'y attendais pas. Je me répète des fois, mais pour moi, Mattel France, c'était pas un truc exceptionnel. Et en entendant parler, ces gens-là, tu te rends compte tout d'un coup que c'est une ampleur, qu'ils avaient un impact. Là, il est quand même invité chez les gars aux États-Unis. À Los Angeles, ouais, carrément. Il joue au tennis avec eux et on le valide et il va revenir et tout d'un coup, il va construire ce que sera l'empire Mattel France. Et c'est marrant. Tout à l'heure, il dit un chasseur de tête. Tu vois, ça te fait... c'est génial. Un gars de Belgique, il y a déjà une succursale en Allemagne, une autre en Italie. Il y a un grossiste en Espagne, tu vois, les premières structures. Il n'y a pas Mattel France encore. Mmh. Alors que après, on a l'impression que Mattel France, finalement, a un plus grand rôle au fur et à mesure des années. Oui, mais parce que justement, il y avait un contrôle de la production aussi qui va s'effectuer, donc il en parlera plus tard. Mais voilà, là j'ai fait une petite pause sur l'interview parce que j'ai été très surpris. Pareil, on connaît quelques interviews sur l'INA qu'on peut consulter, mais comme tu dis, il y a rien sur
le passé de Mattel France. Et pourtant, combien de fans nombreux comme nous sommes-nous et on ignore tout ça. Donc voilà, adoubé par les créateurs. Ça, moi, ça m'a vraiment, j'ai trouvé ça génial. Donc c'est des gens qu'il a eu dans son carnet d'amis, qu'il a rencontrés, avec qui ils ont joué au tennis et tout le monde. Voilà le niveau du gars. J'envoie la suite. Vas-y, on voit la suite. J'ai posé le cadre parce que pour nous, donc, alors on parle de maître de l'univers, comme je vous l'ai dit, mais il y a d'autres choses périphériques parce que pour nous, votre arrivée, elle correspond, alors, on va dire peut-être les belles années, les années du, l'arrivée du plastique, tout ça, mais c'est aussi des décisions qui ont été prises, un management sans doute que vous avez mis en place, des gammes qui ont été développées. Pour nous, ça correspond à l'âge d'or de Mattel. Est-ce que vous avez le même sentiment ou pas spécialement finalement maintenant en 2024? Non, parce que on va quand même préciser quelque chose. Oui, au cours 73, on va considérer que pendant 3 années, 76, c'est ça, pendant les 3, 4, allez, on va dire les 5 années maximum, jusqu'aux années 1978, il a fallu créer la clientèle, faire connaître les produits, faire connaître Barbie et faire connaître Big Jim. Bon. Et ce qui a été très excitant, en fait, c'est que peu de gens, on peut considérer qu'il devait y avoir 20 à 25% de la population française qui connaissait Mattel et notamment Barbie. La présence de Mattel au cours des années précédentes, ou des 2 années précédentes, si vous voulez, les grands magasins avaient des stands, et ce qui permettait de faire connaître les lignes Mattel, etc., et notamment la poupée Barbie, qui était de toute façon le leader. Ça a toujours été de tous les temps, à l'époque, pour maintenant, c'est Barbie qui qui met Mattel en avant. Ça n'empêche pas pour autant les autres produits de réussir, mais Mattel, c'est Barbie. Alors, c'est pas spontanément les maîtres de l'univers, Big Jim ou... Oui, bien sûr. Oui, vous avez raison. Enfin, vous avez raison, bien sûr que vous avez raison, mais on en a conscience à notre niveau. Et on voit, alors... moi, j'ai noté que donc, en 99, c'est Hervé Parisot qui a repris la direction derrière vous. Absolument, en novembre 99. Voilà. Et en amont, alors c'est dur de trouver des chiffres, mais bon, par exemple, dans une émission réussite qu'on retrouve encore sur l'INA, on donne des chiffres, enfin... alors il y a des choses qui m'ont marqué, c'est que vous exportiez déjà dans toute l'Europe, donc en 87, bon alors oui, ça c'est logique, mais vous exportiez même nos produits français à travers notamment le coffret Jardin d'hiver aux États-Unis. Vous arriviez à vendre la France. Oui, ça c'était une grosse plaisanterie. Mais c'est vrai, c'est vrai. Non mais nous ça nous fait, enfin on trouve ça incroyable parce que aujourd'hui ça paraît fou. Et oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais nous avons été le premier exportateur français en Europe, puisque l'une force du groupe, du moins de Mattel France, c'est d'avoir décidé et obtenu de la part du siège mondial de faire de la production en France de Barbie, des maîtres de l'univers, des acteurs importants, etc. Redites-moi l'année, excusez-moi, c'était en quelle année à peu près, monsieur Gerson? L'année où on a fabriqué ça, où on a commencé à fabriquer? Exactement. Ça doit être aux environs des années 83, probablement. Ok, ouais, c'est ce qu'on avait, nous, dans nos petits documents. Parce que nous, notre travail de collectionneur est passionné parce que, donc, nous collectionnons, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'à un moment, ça reste du matériel. Ce qui est intéressant, c'est les hommes derrière, vous voyez, les décisions, le contexte, l'époque. En fait, c'est tout ça le but de mon appel aujourd'hui, d'arriver à retranscrire ça. Alors, excusez des fois mes petites hésitations, mais bon, j'étais quand même, je vous le redis, j'étais assez impressionné parce que j'avais Robert Jasson quand même au bout du fil, donc il fallait mener un petit peu le truc. Je te laisse débriefer cette partie, Toki, si tu veux attaquer. Après, c'est aussi un exercice qui est pas évident. Alors, on s'améliorera avec le temps sur différentes choses, hein, mais c'est vrai que là, il y a le côté téléphone, il y a le côté impression, parce que c'est quand même un géant pour notre passion commune. C'est quand même Monsieur Maître de l'Univers, quoi. Un des Monsieur Maître de l'Univers. Donc, et ouais, non, mais je trouve ça impressionnant. Alors, le Jardin d'hiver, moi, je connais pas. Je vous avoue que je découvre l'interview en partie. Je l'ai pas écouté en entière. Alors, par fainéantise ou
volontairement, hein, on me donnera l'étiquette qu'on veut. Mais du coup, je découvre cette histoire de jardin d'hiver. Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'on a créé le jardin d'hiver, nous, en France, et on l'a exporté. En fait, l'idée, c'est que quand, on va pas donner les noms, mais voilà, la personne que vous avez vue, qui a mis en place le Made in France, enfin, la fabrication française à Oyonnax, oui. À un moment, ils ont développé cette référence en particulier pour la France qu'ils ont réussi à exporter aux États-Unis. C'est-à-dire que non content déjà d'inonder nos rayons avec du succès qu'on connaît, ça a même été exporté aux États-Unis. Donc c'est une réussite qui est incroyable, quoi. Tu vois, pour l'époque, c'était totalement inédit une fois de plus. Et ce qui est marrant aussi, c'est quand il décrit le temps que ça prend. C'est-à-dire qu'avant de passer à une quelconque production, il y a déjà une dizaine d'années qui se sont passées. Et à l'écouter, les premières années, c'est un peu galère. Hein. Aussi que je disais tout à l'heure, c'est son sourire, tu vois, cette bonne humeur. Le monsieur, il a quand même, alors ça fait 1 an que j'ai fait l'interview, il doit avoir 92 ans, je pense. Voilà, la pointure. Pour moi, c'est respect total. Et on vous en parle souvent, mais pour nous, c'est inspirant. C'est vraiment d'une époque, des gars de cette stature, pour en croiser aujourd'hui, je sais pas où faut aller, quoi. Il y a aussi quelque chose dans la partie de l'interview qui est bien de resituer, c'est que c'est vrai que Mattel, c'est Barbie. Et ça, on a tendance à l'oublier parce que nous, vieux nostalgiques que nous sommes, c'est vrai que c'est une chaîne Maître de l'Univers. Et moi, j'ai entendu il y a un bon moment déjà que Maître de l'Univers avait sauvé Mattel. Du coup, t'as l'impression que Maître de l'Univers, c'est un monument, c'est un truc incroyable. Mais en réalité, c'est Barbie le truc incroyable. C'est Barbie du début à la fin. Ça a toujours été Barbie. Et c'est vrai que c'est marrant qu'il arrive à resituer ça pour des gens comme nous en nous disant « Ouais, mais Motu, les Maîtres de l'Univers, c'est un truc. Oubliez pas Barbie, les mecs, calmez-vous, tu vois. » Ça me fait un peu... On en parle après. Ah, exactement. Ouais. Mais c'est vraiment ça. En fait, Barbie a permis tout le reste, en gros. Ouais. C'est exactement ça, ouais. Alors, j'envoie la suite? Vas-y. Allez, let's go. Alors moi, j'avais noté notamment pour Barbie, il y a eu quand même, alors de ce que j'ai trouvé sur Internet, des grosses difficultés à imposer ce produit avec un marché français qui était quand même hostile, si je peux dire. Totalement hostile, très nationaliste, anti-éducatif. Il n'y avait aucun point positif. Ouais, c'est ce que je trouve. Ouais. J'ai même trouvé, alors je vais pas vous citer les sources, mais des articles vraiment haineux, quoi. C'était fou. Alors on se rend pas compte. C'est ça aussi ma question. C'est vous avez plusieurs fois dans votre carrière dû faire face à ça. Comment est-ce que vous avez géré ça, vous, Monsieur Gerson? Je vais vous citer un exemple. Je vais vous donner un exemple que vous devez avoir. Une personne qui dirigeait, qui était propriétaire d'un cabinet d'études de produits, etc. pour enfants, avait même communiqué communiqué sur Barbie, en disant qu'il fallait absolument se méfier de ce jouet, parce que ça donnait un esprit pas très net aux petites filles, et que on pouvait craindre que ça pouvait diriger ces petites filles par de la prostitution. Oui, j'ai vu ça. Je n'osais pas vous en parler parce que c'est un peu... C'est pas possible. Vous l'avez vu, ça? Ah, j'ai vu. Non, mais c'est fou. Et donc, contre vents et marées, vous avez poursuivi avec les équipes. Comment ça se passait à l'époque? Il fallait motiver tout le monde, ou vos équipes étaient sur le pont, tout le monde était allé dans le même sens, ou il y a eu des réticences, justement, ça a affaibli les... Non, vous parlez de l'équipe Mattel? Oui, c'est ça, oui. L'équipe Mattel, c'est moi qui l'ai recrutée. Donc, à l'exception de 2 personnes. D'accord. Oui. Et nous étions au départ, il faut revenir sur Terre, nous étions 5 ou 6. Moi compris, hein. Donc, il a fallu aller frapper à toutes les portes. Aussi bien les grands magasins qui avaient déjà obtenu, du moins qui avaient accepté d'avoir des stands Barbie, etc., mais qui ne rapportaient rien. C'était vraiment quelque chose de redoutable comme contrat et comme accord. Donc on a remis ça en place. Et puis les magasins de spécialistes de détail, nous sommes allés frapper à la porte de chaque magasin tout le temps, sans avoir pour autant, dans la majorité du cas, l'accord du siège. Nous arrivions à prendre des commandes d'une façon individuelle. Et
Et puis, la vente, l'équipe de vente, qui était, je vous l'ai dit, on n'était pas très nombreux. Nous partions à 2 ou 3 dans certaines régions et on allait frapper, on faisait du record, hein. On frappait un peu partout, etc. Et les grands magasins et les grandes surfaces, il a fallu que nous puissions démontrer qu'il y avait des résultats dans le détail pour que eux-mêmes acceptent que nous poussions leur porte pour dire bonjour. Oui, bien sûr. Au début, il faut tout construire. Après, c'est facile, mais les débuts sont compliqués. Oui. Ça a été extrêmement difficile. C'est génial. Là encore. Alors, on va reprendre dans l'ordre. Déjà, il y a je sais pas si tu te souviens des levées de boucliers qu'il y a eu pour Barbie. En préparant l'interview, j'ai été tombé sur des documents, mais c'est incroyable. Maintenant, en 2025. Et donc, voilà, il s'est pris une avalanche. En gros, ce qu'on dit pas dans l'interview, mais c'est que ça sexualisait, en fait, la poupée. Et que du coup, ça pervertissait potentiellement les enfants, les petites filles. Et c'était des spécialistes, hein, comme d'hab, des gens parfaitement compétents. Enfin bon, c'était compliqué. Donc voilà, c'est le type de crise qu'ils ont eu à gérer. Et t'avais la presse. Moi, je me souviens. Alors, j'ai plus les articles en tête, mais je me rappelle très bien de cette vague de anti-Barbie, anti-ceci, anti-cela. Je sais pas si toi, ça te parle. Mais ça me parle à plein de niveaux parce que, par exemple, au milieu des années 80, t'avais les mangas. Enfin, ce qu'on appelle manga, ça s'appelle pas manga, mais les dessins animés japonais qui ont plus ou moins subi le même traitement au niveau de la presse, c'est-à-dire que ça abrutissait les gamins. Goldorak, on en parle après, tu vas voir, bien sûr. Voilà, entre autres. C'est-à-dire que, je pense que c'est dur d'instaurer des nouvelles idées, en fait, ça fait peur, mais à tout niveau, hein, même dans la société aujourd'hui, même toi, t'as une idée qui sort un peu de l'ordinaire demain, t'en parles à tes potes, la plupart. Bien sûr. Voilà, bon, parce qu'on sait pas ce que ça va donner. Après, il y a peut-être aussi une volonté de casser volontairement, et ça c'est malheureux. Mais on sent à travers, on peut s'imaginer un peu à la place du groupe. Il en parle bien finalement. Il fallait aller dans chaque région, taper à la porte de chaque magasin pour se faire reconnaître. C'est incroyable. En vérité, ces gens-là sont incroyables parce que au début, on se dit c'est un challenge impossible. Aujourd'hui, imaginons. Toi et moi, on se dit tiens, on va aller dans tous les magasins de France, et pourtant il y en a bien moins qu'à l'époque. À l'époque, c'était des milliers. Aujourd'hui, il y en a combien? T'as que des grandes enseignes, donc c'est plus facile, même les centres commerciaux. Et tu te dis tiens, allez, demain, on va partir pendant un mois en périple, et puis on va essayer de vendre notre truc. C'est fou. Et en plus, aujourd'hui, on a des GPS, on a des choses faciles pour accéder. À l'époque, c'était la carte Michelin, bien sûr. Mais oui, ces gens-là se sont investis à 3000% dans leurs ambitions, dans leurs tâches, pour vendre Barbie, Big Jim. Et finalement, tu vois, les soucis qu'ils ont eu, c'était la rançon du succès, parce qu'effectivement, ça a tellement cartonné qu'après, voilà, les gens ont commencé, il y a eu des levées boucliers. Et c'est exactement ça, c'est que à l'époque, ce qu'il faut rappeler aux jeunes qui nous écoutent de la génération d'avant, ou les anciens comme nous le savons, il n'y avait pas de grande surface. C'était le début. Il y avait il y avait Mammouth. Qu'est-ce qu'il y a eu? Je sais plus qu'est-ce qu'il y a eu. Les tout premiers. Ah oui, alors attends, on est en 60. Ouais, je sais pas. Bref, on dirait une bêtise, mais en gros, il y avait beaucoup de détaillants. C'est-à-dire que les centres-villes, contrairement à maintenant, étaient très riches. Il y avait beaucoup de commerces, enfin beaucoup. Il y en avait. Et oui, ils sont donc par région, allés par équipe, par deux. Ils allaient frapper à la porte de tous les détaillants. Ça leur a permis par la suite de montrer aux grandes surfaces que ça fonctionnait chez certains détaillants. Hein, le détail, c'est le commerce de détail, c'est ce dont ils parlent. Hein. Oui, et donc les grandes surfaces leur ont permis petit à petit d'ouvrir les portes, mais dans des à des rapports de force qui étaient toujours déséquilibrés. Mais ils n'avaient pas le choix pour pouvoir fonctionner. Il fallait y être présent, quoi, automatiquement. Et c'est vrai que c'est énorme. Je pense que tous ceux qui regardent cette vidéo n'imaginaient même pas que Robert Jasson, le PDG qui a serré la pince au fondateur de Mattel, s'est fait du porte-à-porte pendant ça a duré parce que je crois qu'il en parle plus tard il estime la fin de la difficulté à 78, il me semble. Donc pendant toutes les années, pendant 6 ans, c'était on était sur le terrain, on faisait du porte-à-porte. C'était un vrai métier. C'est pas un métier de PDG, je suis dans mon bureau avec ma secrétaire. Non. On a tout construit, on a tout fabriqué. Et c'est ça qui est fort. Franchement, c'est ça qui nous a chapeau, vraiment, déjà le gars, tu l'apprécies, mais tu discutes avec lui, t'es encore plus fan, quoi. Tu t'en reviens pas, quoi. Puis c'est un parcours cool à entendre parce que finalement c'est une aventure humaine.
Et ça, je pense qu'on reviendra souvent là-dessus quand on parlera de ces gens-là. Mais c'est une équipe qui part de pas grand-chose. Ils sont 5 ou 6, comme il dit. Ils en veulent. Ils mettent en place des choses. Même, comme il le dit aussi, des fois, ils contournent un peu pas les règles, mais pour arriver à vendre, ils sont un peu filous, tu vois. Ils essayent de pousser. Il y a de la malice. Il y a de la malice. Nous n'avions pas l'accord du siège, mais voilà, tu vois, c'était business. C'est quoi. ça. C'est ça. Ouais, et aujourd'hui, on en a déjà parlé en off, mais aujourd'hui, les sociétés, je les vois plus trop fonctionner comme ça. Les aventuriers qui partent aller dans un pays, on va essayer de fabriquer ça, on va essayer de... Tout est automatisé. J'ai l'impression aujourd'hui, tout a été fait, peut-être aussi, alors que là, c'est le début. C'est-à-dire qu'on doit faire surtout, des choses. Bien sûr, mais surtout maintenant, tout est normé. C'est-à-dire que tu veux pas sortir du sentier battu, sinon, oh là là, il va t'arriver tel truc, tel tribunal, telle loi, telle machin. Et il y avait cette beauté-là à l'époque, après cette liberté, parce que c'était le début, quoi, tout simplement, quoi. C'est ça. Allez, j'envoie la suite. Vas-y. Les chiffres sont durs à trouver, mais moi je vois qu'en 94, vous étiez la filiale la plus importante hors US avec 1,45 milliard de francs, et alors que vous étiez à 7 millions en 72, c'est quand même fou. Ben oui, c'est la gloire du succès, c'est la récompense du travail, c'est la récompense de la façon de travailler, la difficulté, du moins de se battre en difficulté, c'est d'être enthousiaste aussi, et d'avoir la volonté de réussir. L'engagement et le respect de ses engagements, l'énergie. Ça me parle fou. Mais vous voyez, Monsieur Gerson, mais personne. Enfin, j'ai beau chercher, ça fait des années que j'essaie de me renseigner, mais cette histoire, elle est pas connue. Il y a personne qui connaisse tous ces détails, quoi, qui sont quand même. Moi, je trouve ça fou, quoi. Je trouve ça fou. Alors, écoutez, j'ai un de mes amis qui est le rédacteur en chef de la revue du jouet que vous connaissez très bien. Ah bah, je connais très bien. Ouais, bien sûr, très rare à trouver d'ailleurs cette revue. Et il y a maintenant 1 an ou 2 ans, il a voulu refaire un article là-dessus, sur Mattel en France, essentiellement sur Barbie, ou ce que nous avions fait pour arriver ou avancer dans le train, du moins dans le train du business. On a recommencé à parler de certaines choses qui avaient été faites, et ça l'étonnait encore, mais voilà. Et cette revue, elle est parue, la revue sur le... Oui, elle est parue l'année dernière, en décembre dernier, il me semble. Ouais, parce que je pourrais vous donner les coordonnées. Ah, ouais, mais grand plaisir. Je vous les donner, je les trouverai bien sûr, puisque j'ai une copie ici. Oui, donc on a fait des résultats qu'il fallait. Dans tout cela, ce qu'il y a de formidable, ou tout au moins, est-ce que c'est le bon terme, s'il y a de particulier et aussi de formidable, c'est que avec les Américains, ce sont des gens, enfin ceux que j'ai côtoyés pendant presque 30 ans et que je côtoie toujours, acceptent, ils prennent des risques. Ils prennent une décision, et à partir de ce moment-là, c'est à vous de convaincre et de les convaincre de pouvoir procéder, augmenter, réaliser, et de le faire étape par étape. Vous n'avez pas d'objectif négatif d'une façon générale auprès de vos interlocuteurs, puisqu'ils ont considéré que vous aviez une compétence et des qualités qui correspondaient à ce que nous voulions tous faire. Et c'est là où c'est différent avec les responsables américains et les responsables latins. C'est-à-dire que aux États-Unis, on accepte et on espère que vous allez arriver avec des idées exceptionnelles, que vous ayez du courage, de la volonté, etc. Tout le monde en est convaincu. Maintenant, apportez-nous quelque chose d'autre que tous les gens ont l'habitude de faire. Si vous arrivez en disant, voilà, il y a ceci, il y a cela, il y a encore ceci, il y a encore cela, et on devrait pouvoir convaincre plein de gens et obtenir, etc., un plan avec, eh bien, on vous dit pas non. Ouais, c'est excellent. Alors, moi, j'ai noté déjà, il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est l'enthousiasme, tu vois. Oui. C'est des valeurs, c'est une valeur clé, en fait, dans le... Toi, t'as ton fils, pareil, moi, j'ai mes enfants, et on essaye de leur inculquer ça, l'envie innée de faire des choses pour être dans un cercle vertueux, quelque part. C'est ça, l'enthousiasme. Et voilà, c'était une des clés, quoi.
Mais là, c'est un bon discours pour quelqu'un qui veut entreprendre quelque chose, hein, qui veut aller vers un de ses objectifs. C'est effectivement, tu définis l'objectif. Tu sais pas trop comment encore tu vas y arriver, mais c'est tout. Tu vois ton objectif et tu commences à mettre en place des choses. Et il le dit super bien aussi. Essayer de trouver des choses que les autres ne font pas. Essayer de voir des choses que les autres n'ont pas encore vues. Et c'est ça aussi souvent qui apporte des résultats. Mais c'est surtout ne jamais être dans la défaite. Chaque problème, chaque barrage, chaque chose qui ne vont pas dans le chemin qui est entrepris, c'est pas une défaite, c'est un apprentissage. Finalement, c'est quelque chose qui te rend plus fort parce que sans avoir connu ce qu'on pourrait considérer comme étant un échec, tu ne pourrais pas aller au-delà. En connaissant ce que tu crois être un échec, qui ne l'est pas, tu peux aller au-delà. Et en fait, c'est ceux qui ne s'arrêtent jamais, qui vont loin. Et ça, c'est une belle leçon de sa part, il l'a très bien expliqué. Et ils avaient ça à l'époque parce qu'ils étaient portés aussi par les Américains. C'est vrai que notre état d'esprit, nous en France, souvent, il n'est pas... tu sais, on dit souvent le rêve américain. Je pense que c'est pas une phrase qui sort de nulle part. C'est que là-bas, j'ai l'impression qu'on a vraiment l'esprit ouvert sur la création, le challenge, on s'arrête pas en fait. On va loin dans les objectifs. Et c'est vrai que nous en France, moi souvent, j'ai tendance à croiser des gens qui lâchent facilement l'affaire, tu sais, qui voient pas très grand les choses, qui s'arrêtent dès qu'ils ont un obstacle. Alors que la clé du succès, t'y vas, mais t'es enthousiaste. Tu gardes le positif, tu fonces, il y a l'objectif, tu le lâches pas. Alors il l'a pas dit vraiment dans ces termes-là, mais je reconnais ça à travers. Et ça, c'est génial. Ça, c'est une belle leçon c'est pour ça que ça a marché. On parle de millions au départ. On parle de milliards 15 ans après, tu vois. C'est incroyable. Alors, t'as tout dit, et tu sais que voilà, bon, on se connaît bien, on a déjà évoqué ça souvent, mais voilà, je le dirai pas mieux que toi, donc j'en rajoute pas. Mais et le rêve américain, c'est ça, tout est possible. Alors, en France, on a plein de qualités, mais effectivement, je pense, par exemple, un entrepreneur qui plante sa boîte, c'est fini, c'est un échec, c'est voilà. Or, aux États-Unis, bah non, ça fait partie du parcours. Ok, je me suis trompé, qu'est-ce que j'ai mal fait, comment je peux régler les choses pour progresser. C'est une grosse différence. Et donc voilà son environnement, parce qu'après il en parle, il allait très très souvent aux States. En gros, il passait la moitié de son temps là-bas. Ses rapports étaient essentiellement avec ce type de mentalité. Et ça aussi, je pense que ça a pu aider un quelqu'un de battant comme lui. Voilà, ça a aussi donné le résultat qu'on a connu, quoi, qui est absolument incroyable. On peut lancer la suite. On en voit. Allez, c'est parti. Alors, dites-moi, à partir de quelle année, pour vous, Mattel est sorti justement de ce porte-à-porte et voilà, on a commencé à pouvoir souffler un petit peu? 78. 78. Ok, donc ça c'est l'année charnière, on va dire. Oui. Ok. Et ce qui a été aussi un élément pour nous, c'est que j'ai réussi à convaincre le siège de fabriquer la poupée, bonsoir, j'ai un trou, de la chanteuse qui chantait pour les enfants à cette époque. Oui, Chantal Goya. Voilà. On connaît, oui. Oui. J'ai pris l'avion. Je suis parti avec des cassettes où elle était passée à la télé un peu partout. Et j'ai dit, c'est vraiment ce qui est actuellement, blablabla, etc. Et je suis revenu avec le rock. C'est génial, parce que c'était sur ma liste de questions. Vous êtes en photo avec sa sœur, je sais pas si c'est pas au BHV ou je sais plus avec, j'ai plus le nom du monsieur Caigou, mais oui, effectivement, il y a eu. Alors, c'était la suite de mes questions parce que justement, le succès vous a permis de lancer, notamment cette poupée Chantal Goya. Pour Barbie, on a aussi, si je dis pas de bêtises, un coffret Saint-Tropez ou quelque chose comme ça. Alors, je suis pas spécialiste Barbie, mais. Oui, on l'a fait, je l'ai fait faire. On l'a fait, parce que j'ai l'habitude de dire on, parce que nous étions tous ensemble. J'aime Sacha Distel, on avait fait pour Barbie, un disque de Noël avec Sacha Distel. Oh, c'est énorme. Eh oui. Ça me rappelle mon enfance, vous imaginez pas. Bien sûr. Moi, je suis de 75 et c'est tous des noms, voilà, ça me rappelle la fraîcheur de cette époque. Alors, j'avais noté aussi également, vous avez distribué, Goldorak. Ça a été un énorme succès. Et nous avons été les seuls à l'échelon mondial, à l'exception des Japonais, à avoir ce produit. J'ai eu la chance de rencontrer, la chance, on se la fabrique, hein.
Donc j'ai rencontré et reçu, oui, Non, c'est ça. Ah ouais. c'est ça. Et il avait pris les droits pour avoir un film, du moins avoir une série à la télé. Il a signé la série qui était à l'époque, on disait Goldorak, mais ça s'appelait Aidez-moi, s'il vous plaît. On les appelle autrement, c'est Goldorak, ça va me revenir. Et il a obtenu de la télé, chaîne numéro 2, la série Goldorak, pendant, il y avait 35 ou 60 épisodes. Ah, c'était énorme. Ah ouais. Ah, mais je savais pas que vous aviez été depuis le début, parce qu'effectivement, les jouets, ça faisait rêver. Et oui, c'est un succès incroyable. Mais de même, à l'époque, dans mon souvenir, il y avait quand même une levée de bouclier, non, suite à l'arrivée, encore une fois de plus, de ces monstres, tout ça, ces robots qui faisaient la guerre et tout, non? Oui, c'était déjà, oui, il doit y en avoir. Vous parlez de Goldorak, là, ou vous parlez des autres? Oui, oui. Non, Goldorak, y a-t-il eu, comme pour Barbie, une levée de bouclier, encore des gens bien pensants, qui pensaient que, voilà, c'était pas adapté aux enfants, etc. Non, alors là, ça a été la grande surprise. D'abord, quand on m'a présenté la série, le film, j'ai dit, c'est fantastique, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il m'a dit, je viens de découvrir. Les Japonais m'ont dit qu'ils avaient un accord signé avec le groupe Mattel à l'échelon mondial. Et personne ne s'en occupait, ni les Japonais, et encore moins l'Amérique. Alors là aussi, j'ai fait un aller-retour à Los Angeles, et après avoir revu le président, tout le monde, j'ai réussi à les convaincre. J'ai obtenu que nous recevions du Japon des moules pour fabriquer. Ah, voilà. C'est pas assez costaud en France. Donc on a mis les moules en Italie, où nous avions une filiale. Et en filiale, du moins en Italie, qui avait, je vous l'ai dit, je vous ai dit, Allemagne, Espagne. Et Italie, donc. Mais c'était d'abord l'Espagne, l'Italie, et après l'Allemagne, l'Italie, et après ça a été l'Espagne. D'accord, ok. Donc, les moules c'est dans l'ordre, c'est ça, hein, Allemagne, Italie, Espagne. Et l'Angleterre était là de toute façon, d'une autre façon. Et en Italie, on a fabriqué les shoguns, voilà, c'est ce que c'était, shoguns. Oui, exactement, oui, shoguns. Les shoguns qui sont devenus Goldorak, pour éviter d'avoir une confusion avec le Japon. Et quand j'ai été reçu à la chaîne 2, du moins à la télé, son nom va me revenir, de cette magnifique femme qui était responsable de la télévision et notamment des jeunesses. Oh là là, j'ai un trou de mémoire, mais je vois que c'est pas Jacques. Oui, ça va me revenir. J'ai des neurones qui fonctionnent, mais parfois ils ont des... Ça a l'air d'aller quand même. Et elle m'a dit, mais c'est une horreur tout ça. Ça ne peut pas, alors ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, ça n'est pas envisageable de pouvoir mettre pour des enfants des guerres de robots et d'autres choses. C'est inacceptable. Ça a été accepté et signé par la présidence française, mais je ne suis pas d'accord. Donc j'ai comme obligation de passer la série, mais je vous préviens tout de suite, on va passer ça à partir du 20 juillet, et au 30 septembre, au mi-octobre, tout sera terminé. Et au mois d'août, on va, s'il le faut, on en passera 2. C'est pas possible. C'est une vraie lâcherie. Ça a été, vraiment, c'était un cauchemar. C'était trop tard. Tout était en route. Et effectivement, ça a été à la télé à partir du 10 juillet, je crois, ou du 15, je ne me souviens plus. Et c'était à partir de 18h30 ou 18h40. Alors que c'est l'été, vous imaginez, vous voyez bien tout cela. Mais bien, il y a eu une grande surprise, un étonnement exceptionnel. C'est que les jeunes enfants qui allaient à la plage, etc., rentraient dans leur famille et autour de la plage, chez eux, ça allait goûter, n'importe quoi, et on ouvrait les télé. Et c'était la première fois qu'il y avait une série
télévisé, côté robotique, avec des aventures, etc., pour des enfants de 8 à 12 ou 14 ans. Ouais, bien sûr. Ça a été un succès. Je m'en souviens. Hein. Moi, je faisais partie des enfants qui rentraient du goûter, vous voyez. Ben voilà. Très bien. Oui, ça nous a fait grandir et on a plein de souvenirs avec ça. C'est incroyable. Enfin, moi, là, je trouve ça. Et alors là, ça a été le succès que nous n'attendions pas. On se disait qu'on allait faire un gros morceau et qu'il nous fallait au moins 1 an ou peut-être 2 ans pour réussir. Eh bien, en même pas 6 mois, on a explosé le marché national. Ah ouais. À tel point que le sapin de Noël de l'Élysée, nous en avait commandé, on ne pouvait pas, ils étaient venus nous chercher, nous le demander début décembre, on leur a dit c'est pas possible, on n'en a plus. On n'en a plus, on n'en aura pas avant le mois de février. Alors on a mis au point, et c'était Bar, qui était Bar au Bourg, comment disons, Bar, je crois. Raymond Barre, ouais. Oui, Raymond Bar. Ouais, Raymond Barre. Nous avons trouvé une solution, c'est que nous donnions aux enfants, l'Élysée offrait aux enfants des boîtes vides, des boîtes vides avec un mot à l'intérieur. Dans quelques semaines, tu recevras complètement etc., etc. Oh, c'est génial. Évidemment, ça. Ah oui. Ah, mais excellent. Et on l'a fait, comme on avait pu le faire pour l'Élysée, on l'a fait pour les grands magasins, notamment les Galeries Lafayette. Alors cette partie, elle est assez dense. Tu veux attaquer par quoi, dis-moi? Le fait avec les Japonais, déjà, cette filiale qui s'était créée et dont personne ne se souciait, c'est quand même assez énorme parce que les 10 premières années de Barbie, c'était fabriqué au Japon. Les Barbie. Oui, exact, ouais. Et les gens ne se souciaient pas plus de cette possibilité qu'il y avait à faire avec les Japonais autre que tout ça. C'est-à-dire qu'effectivement, tu peux piocher aussi dans leur catalogue. Tu peux regarder effectivement qu'est-ce qui se passe chez eux au niveau du jouet. Chez eux, les robots, Ultraman, tout ça, c'est pas nouveau, c'est pas Goldorak le premier. Et grâce à lui, encore une fois, c'est lui finalement qui a permis visiblement d'accéder à ce début de ce qu'on a eu du Japon. Finalement, c'est ça l'idée. C'est suite à une discussion avec Hubert Chanzu. Alors, à un moment, il y a une confusion, je suis désolé, j'ai coupé dans l'interview parce que je raconte un truc qui est faux. Je sors un nom, c'est pas du tout ça, donc je l'ai réincrusté. C'est cet échange-là qu'il a fait percuter sur Goldorak et il s'est renseigné. Et une fois de plus, il a fait un aller-retour à Los Angeles. Mais exactement, mais énorme, personne n'avait prévu de produits dérivés, quoi. Le succès, alors, moi, exactement, moi, je sais pas si tu te souviens, alors je suis un peu plus vieux que toi, mais moi, Goldorak, c'est un truc, je crois que c'est les premiers trucs que j'ai recollectionnés, j'adore, je trouve ça tellement génial, même maintenant, pour moi, ça vieillit super bien par rapport à d'autres séries, et bon, lui, il a eu le nez fin. Là, ils sont, alors t'imagines, donc, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Alors, l'histoire des moules, c'est intéressant aussi, on est assez friand de ça, donc une partie Italie, apparemment, même si on sait par la suite dans l'interview, qu'on vous diffusera bientôt, qui est prête, qu'on l'a fabriqué aussi en France, le Shogun à un moment. Je pense qu'on n'a pas eu le choix. Allemagne aussi pour la petite soucoupe. Mais et au début, c'est fou également, c'est que donc alors moi j'adore. Alors, je suis désolé, c'est désagréable parce que des fois j'ai beaucoup rigolé pendant l'interview parce que il me faisait marrer quoi. Robert Chasson, quand il nous raconte que t'as Raymond Barre, les gars, tu sais, début décembre, oui, bonjour Robert, est-ce qu'on pourrait avoir quelques Goldorak? Ben non, en gros, c'est mort. Fallait le jour d'avant là. On se fait défoncer, on a explosé le marché national. Comme il dit, tu vois, c'est voilà, qui connaît ces anecdotes. Et donc ils ont reproduit ça après pour les Galeries Lafayette. Tu nous dis. Alors, je maîtrise pas la série Star Wars, mais il y avait une histoire de Early Bird pareil. Oui, c'est ça. Au début, les persos n'étaient pas disponibles, donc voilà, c'est pas Robert Jasson qui a inventé ça. Peut-être il s'en est inspiré. Je sais pas, qu'il faudrait revoir les dates et tout. Mais en tout cas, c'est très ingénieux pour ne pas trop décevoir les gens et être sûr que les gens, ils avaient bien raqué, quoi, pour pas rater de vente. Oui, quoi. c'est ça. Encore une fois, c'est redoutable, c'est redoutable. Oui, parce que c'est aussi une chance, je pense, de pouvoir promotionner ça à l'Élysée. T'imagines? Tu galères pendant X années, et tout d'un coup, tu rencontres le succès en 78, et là, tu as de la demande, et tout d'un coup, c'est l'Élysée qui te contacte. Donc là, tu es obligé de réfléchir et de te dire, mais là, je vais rater un coche. Trouvons une solution. Et la solution, il l'avait toujours. C'est incroyable. Mais c'est tout à fait ça, c'est 78, c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure. Là, il sort des années de vache maigre, et là, enfin, ils sont reconnus, parce qu'effectivement, je pense que quand tu as l'Élysée qui t'appelle pour te passer une commande, c'est que déjà t'as fait le job, quoi. Tu vois, t'es reconnu, clair. quoi. C'est clair.
Il y a une phrase intéressante aussi qui rejoint un peu l'interview précédente, la partie de l'interview précédente, et ça c'est important aux gens de mémoriser ça et de le conscientiser, c'est que la chance, c'est pas réservé à comme ça. On se la fabrique. En fait, tu te la fabriques toi-même. Et ça, c'est très pertinent. C'est-à-dire que donnez-vous la chance, finalement, de réussir, d'aller vers vos objectifs, mais travaillez pour ça. Faites ce qu'il faut pour ça. Contactez les gens qu'il faut pour ça. Et après, on parle même pas de chance, finalement. C'est vous qui créez votre propre chemin. Et ça, c'est génial. Tu vois, un gars comme ça qui arrive encore à sortir finalement, il est coach, tu vois, sans le vouloir, mais on sent l'esprit gagnant, tu vois, il l'a pas lâché. Il a encore ce truc en lui et je trouve ça génial d'entendre ça de sa part, quoi. Parce qu'après, on a parlé rapidement donc de son successeur, mais c'est des gars qui ont eu des carrières incroyables. Ils ont commencé à faire du porte-à-porte. Et ensuite, c'est des capitaines d'industrie. Les millions de pièces de jouets qui ont été coulés en Barbie, en maître d'univers. Enfin bon. Donc, on en parlera un petit peu plus tard. Je te propose d'envoyer la suite? Vas-y. Allez. Donc là, on va parler un petit peu de François Mitterrand. Et à partir de ce moment-là, en France, et il y a eu l'élection de Mitterrand. Et là, vous vous en souvenez, et vous savez que 2 ans après qu'il a été élu, il a mis au point en disant vous ne pouvez pas utiliser la télévision en France. Ah oui, on s'en souvient. Vous vous souvenez de ça? Oui, bien sûr. Il n'y a pas au moins 30% de production ou de main-d'œuvre qui aura été faite en France pour que vous puissiez utiliser la télé. Et ben là encore, ma conviction, du moins ma volonté de penser que l'on allait exploser si on faisait de la télévision, ce qui n'était pas très intéressant pour l'ensemble de la production du jouet. Hein. Nous avons été les premiers à faire de la publicité sur les jouets en France à la télé. Les autres considéraient que c'était pas nécessaire. Et ils sont venus me dire que c'était facile pour moi, parce que moi, je recevais de l'argent des Américains. Or que c'était pas le cas. C'était le chiffre d'affaires de la France qui générait du profit, et le profit, il fallait savoir en faire ce que l'on pouvait. Oui, mais ça, c'est très français comme réaction, finalement, hein, quand on a bossé avec les Américains. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui, en disant, lui, il a pas de mérite, hein, il reçoit de l'argent des États-Unis. Non, mais c'est pour ça que c'est important. À l'issue de l'entretien, voilà, j'ai essayé de consigner ça quelque part, on en discutera, mais c'est très peu connu. Et à travers ce que vous avez fait, moi, ça me fait halluciner, c'est une réussite incroyable, et c'est super motivant et inspirant, quoi, pour les générations de maintenant. Bon, ça rejoint tout ce qu'on a dit avant, en fait, hein, sur la mentalité. Alors, parce que on apprend quand même que Mattel France, donc ce monsieur-là, principalement, avec son petit groupe, c'est les premiers à avoir fait de la publicité pour du jouet. Ça se s'envoie, tu vois. Ouais, parce que tout de suite, il y croyait, et donc il a dû s'adapter à la fameuse loi. Il fallait impérativement que 30% du jouet en question soit produit en France, vienne de France, pour que tu puisses utiliser le support télévisé. Et encore une fois, il a cru. Il a dit, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. C'est vraiment... Alors maintenant, ça nous paraît facile. On dit oui, évidemment, mais à l'époque, je veux dire, effectivement, c'est les premiers. Donc non, c'était pas facile. Il fallait vraiment avoir une vision, être clairvoyant et mesurer ce que tu faisais, parce que là, tu t'es aventuré dans un truc. On voit les quantités après qu'il y a eu à produire. Mais attention, quoi. Ouais, donc encore une fois, voilà, coup de génie, quoi. Ça rejoint en plus l'émission qu'on avait faite, enfin une des émissions sur le Château des Ombres, notamment le mystère du Château des Ombres Made in France, parce qu'effectivement, maintenant il y a plus de données, on retrouve plus de traces déjà d'avoir réussi à recouper ça, c'était pas évident. Le but de la loi, c'était de promouvoir le Made in France, de développer le pays, et c'était pas bête finalement, parce que ça a très très bien fonctionné. Bien sûr. Maintenant, j'avais une question sur la gamme Big Jim. Alors, vous m'avez répondu en partie parce que donc l'Italie fabriquait ses Big Jim parce que c'est distribué en 78 en Italie, donc eux, ils géraient leur propre marché en Italie, c'est ça? Non. Big Jim, qui vous a dit que Big Jim était fabriqué en Italie? Moi, non, simple question, c'est moi qui en ai déduit, comme vous m'avez dit qu'il y avait une usine en Italie, que c'était géré là-bas. C'était essentiellement pour les gros produits. C'était pour les accessoires.
C'était pas du tout pour les mannequins ni rien. C'était essentiellement des accessoires, et pas tous les accessoires, mais je sais pas, je veux dire que l'on avait probablement entre 8 à 12 références qui étaient fabriquées en Italie, mais pas les mannequins. Et donc les mannequins, il y avait du Taïwan, si je dis pas de bêtises, on trouve, il y avait de la Chine un petit peu. Il y avait partout, oui, de Taïwan, de Corée, même du Mexique, un peu. Oui, Mexico, exact. Oui. Bon, voilà, petite partie Big Jim. C'est intéressant. C'est intéressant parce que un des premiers châteaux des ombres, pour revenir un peu sur les maîtres de l'univers, c'est ce que j'appellerais moi la boîte hybride entre canadien et francisé, enfin côté français. La face de cette boîte, alors on a un ami, maintenant c'est un ami qui nous partage beaucoup de choses de sa collection, qui tient à rester anonyme aujourd'hui, qui a plusieurs versions. Dédicace à lui. Bien sûr. Ça lui fera sûrement plaisir. Et il nous a montré plusieurs versions des premières boîtes françaises qu'on a eues. Alors pas la Made in France dont on parle, le Château des Ombres d'Eternia, mais les autres en parallèle qui ont un aspect plus canadien. Et il a 4 versions différentes, lui, dont un Made in Italy. Donc ça situe bien que les grosses pièces, comme il le dit, étaient déjà fabriquées en Italie, mais pas les personnages. Et c'est pour ça que nous, en Maître de l'Univers, on a du Made in Italy, mais qui arrive plus vers 1986, pas avant. Donc c'est assez sympa de l'entendre dire ça, c'est qu'effectivement, on arrive à comprendre pourquoi le Château des Ombres Made in Italy, il est là bien avant les figurines Made in Italy. Les grosses pièces. Exactement. Et après, c'est un classique Taïwan, hein, beaucoup de Taïwan, ils ont cartonné, hein. Et il a une très bonne mémoire, hein. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. Il a une très bonne mémoire parce qu'effectivement, après, t'as du Mexico, quoi. Donc, ouais. C'est quand même fou. Bon, voilà, c'était petite partie bonus, on va dire, sur Big Jim. Donc là, on va attaquer, les rapports US-France un peu plus, en détail. Par rapport à les coûts des franges que vous aviez par rapport aux États-Unis. Alors là, je vais partir un petit peu, je vais attaquer la gamme Maître de l'Univers. On sait que sur les productions françaises, il y a eu sans doute des difficultés. Enfin, il y a beaucoup de différences par rapport aux productions qui ont été donc de Taïwan, qui ont été distribuées aux États-Unis. Qu'est-ce que vous aviez comme compte à rendre? Est-ce qu'il y avait un cahier des charges sur la production française? Comment c'était géré ça? Quelles étaient les relations avec les États-Unis là-dessus? J'ai jamais eu beaucoup de difficultés ni de complications au cours des productions. Vous avez confiance en gros, quoi. Oui. Ce que nous avons mis en place pour les productions, j'ai demandé, et ça a rassuré le siège, j'ai demandé que l'un des responsables ou des directeurs ou des présidents de la production viennent en France pour nous expliquer et expliquer aux entreprises françaises, et moi ceux qui fabriquaient. Oui, les sous-traitants, oui. J'ai fait visiter du moins ce responsable, cet Américain, auprès des 5 ou 6 entreprises que nous avions sélectionnées ensemble. Nous avons convaincu les fabricants français, et les fabricants français ont convaincu l'interlocuteur américain qui représentait plusieurs unités de production. On s'est mis d'accord sur certaines contraintes, sur une façon de travailler, et une fois qu'on s'est serré la main, on m'a plus jamais posé de questions. Bon, c'est marrant, alors, ça rejoint un petit peu, on vous diffusera l'émission dont on n'arrête pas de vous en parler, mais du monsieur qui a mis tout ça en place. C'est même un peu différent parce que quand le fameux américain qui est venu, alors apparemment il est resté une semaine, la personne venue, elle en a vraiment plutôt pris plein les yeux. C'est-à-dire que le niveau de l'industrie française, on a le détail de tout ça, l'autre côté, on va dire, de la médaille, avait environ 10 ans d'avance. Mais voilà, en gros, on se disait souvent avec Toki, mais bon sang, parce qu'on a beaucoup de variantes en France, on se dit, mais on a pris quand même quelques libertés. Et en fait, voilà, on a essayé de respecter au maximum certaines choses. Mais voilà, des fois, on a un bouclier de puanteur ou de super puanteur qui est pas le bon. Voilà, il y a eu aucun contrôle. Les Américains sont venus une fois, ils ont validé un process de fabrication. Ils ont même donc appris des choses parce que la technologie à l'époque qu'on avait dépassait ce que eux étaient capables de faire. D'où d'ailleurs la quasi inexistence de production Maître de l'Univers US. Et ça s'est arrêté là en gros. Donc tout ça, on a hâte de vous présenter l'émission en question sur la production française.
mais c'est quand même assez édifiant. Je pense que là, voilà, on est en mesure de vous montrer que contrairement à tout ce qu'on peut penser naturellement, bah non. Les États-Unis, il y avait un tel niveau de performance, de confiance, de résultats, de qualité, tout ce qu'on veut, que bah voilà, les Américains nous laissaient faire notre truc dans notre coin parce qu'on était performants, tout simplement, quoi. Puis aussi, on avait quelqu'un comme Gerson, finalement, qui tu lui donnais confiance. Le mec, c'était un fonceur, donc je pense aussi que la personnalité fait que ils sont allés les yeux fermés, ils ont dit, allez, c'est bon, cartonnez tout, on sait comment vous fonctionnez, on vous fait confiance. Puis il faisait beaucoup d'allers-retours, donc je pense qu'il y avait aussi un rapport humain qui était important, quoi. Ouais. Et même les gens qu'on a retrouvés d'époque, quand ils parlent les uns des autres, ils ont encore la nostalgie de ces années-là, parce que il y avait un vrai quelque chose de fort, quoi, qui s'est passé dans ces... Puis il y a autre chose aussi, parce qu'on oublie, mais dans ces années-là, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas les facilités que nous on a, les webcams, tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que quand on faisait un voyage, il fallait noter des choses, hein. Je pense qu'ils revenaient avec des dossiers, des écritures, des machins, des trucs, des idées, fallait tout noter. Et après, pour communiquer avec les gens, pareil, il fallait trouver le créneau horaire, le téléphone fixe, le fax. Parler la langue. C'est moins simple qu'on ne le croit, hein, en vérité. Enfin, qu'on pourrait l'imaginer aujourd'hui. En tout cas, ça n'a rien à voir, c'est un autre contexte. Mais on va parler un petit peu de Barbie. Effectivement, donc tout à l'heure, on parlait de la légende urbaine qui nous disait que les maîtres de l'univers avaient sauvé Mattel. C'est pareil, je sais pas d'où ça sort du tout, hein. Mais moi, j'avais entendu parler de ça également. Et on va voir ce qu'il en est. Petite question, vous, personnellement, Monsieur Gerson, quelle est la gamme que vous avez préférée durant votre carrière chez Mattel, donc de 72 à 99, 2000? C'est quoi qui vous a le plus marqué? Il y a un truc que vraiment vous avez aimé particulièrement? Je ne sais pas si j'ai aimé plus que d'autres. Oui. Je crois que mon objectif était de réussir avec tout. Okay, il est évident que la poupée a été et reste la leader et le leader du groupe. Et c'est au travers de cette poupée que nous avons réussi à faire le reste. Ouais. Parce que si nous n'avions pas eu la poupée, nous étions comme plein d'autres, des fabricants de petits soldats pour ceci, de petites voitures de l'autre côté, etc. L'événement a été essentiellement la poupée mannequin, la poupée Barbie. Je vous rappelle qu'à l'époque, nous avions 2 concurrents de poupées mannequins en France. Et qu'à chaque fois que nous venions présenter la poupée, en nous disant non merci, on en a déjà 2 là comme ça, puis elle est américaine, on n'aime pas du tout. Donc elle nous a forcé à démontrer que nous avions raison de l'avoir. Et parce que nous avons réussi à faire des succès, un succès grâce et avec Barbie, les autres se disaient il vaut peut-être mieux regarder avec plus d'attention ce qu'ils sont en train de nous présenter. C'est peut-être un peu excessif, mais ça a servi à ça quand même. Alors, ce que je voulais juste vous dire, c'est que pour moi, dans mon souvenir, il y a aussi une qualité, et notamment une qualité de packaging. La boîte, c'était vraiment important. Pour moi, en tout cas, j'ai ce souvenir-là, quoi. Ça sortait du lot, quoi. Oui, c'est vrai. Oui, c'était bien, c'est vrai. D'autres ont réussi à faire quelque chose aussi, mais c'est bien. Dans l'ensemble, je ne me souviens pas beaucoup du m'être planté au travers de certaines noms. J'ai peut-être une mauvaise mémoire, des mauvais produits, mais je m'en souviens pas trop. Bon, c'est plus loin qu'on parle de ça, mais voilà, en gros, c'est important de recadrer un petit peu les difficultés. Alors, je me permets, je remercie Éric Chatillon. Donc, effectivement, alors c'est le spécialiste Barbie. D'ailleurs, je lui fais un petit clin d'œil. Vous avez son Instagram. Il y avait Tracy, effectivement, que j'ai incrusté. Je suis pas spécialiste du tout, mais il y avait aussi, il nous dit donc la poupée, je vais y arriver, Millie de GG. Et l'anglaise Cindy de Palitoys. Voilà, c'était les autres concurrentes dont il parle. Eric, je te remercie parce que à chaque fois que j'ai besoin d'un petit renseignement, toujours tu arrives à me répondre. Allez d'ailleurs voir sur son Instagram, il fait des trucs de fou. La dernière fois, il a défilé donc à la convention Barbie. Enfin, c'est vraiment, moi, je trouve ça génial. D'ailleurs, je vous rajoute aussi sa chaîne YouTube. Vous pouvez voir quelques vidéos. Il a vraiment
un background assez étoffé, notamment au niveau passage télé, tout ça. Et pour finir, je vous remets également, alors vous l'avez sur notre vidéo, le livre auquel il a collaboré, My Barbie Story. Donc imaginez tous si on avait un livre My Muscular Story, comme on serait content, heureux et fier d'être dedans. Donc bravo Eric, et encore merci pour tous les petits témoignages, pour tout ce que tu partages avec nous. Donc voilà, sur cette partie Barbie, qu'est-ce que tu avais noté d'autres choses ou pas, Toki, du coup? Son témoignage, il revient vraiment sur Barbie, c'est-à-dire que c'est le point central et ça le restera jusqu'à la fin. Il fallait imposer Barbie face aux concurrentes de différents pays et ils y sont arrivés, mais c'est vrai que c'est un challenge parce que les autres sont déjà là. Et Barbie arrive, elle s'impose et puis elle tient encore jusqu'à aujourd'hui. Hein. Barbie, voilà, on va pas faire le dessin, mais et finalement c'est ça qui va quand même retenir, c'est Barbie qui l'a accompagné, qui a permis de faire tout le reste, ouais, exactement. Ouais. Donc là, on a une partie hyper sympa qui arrive sur le train magique des jouets Mattel. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent. Je te propose qu'on envoie ça, Toki. Ouais. Allons-y. Un petit mot sur le train magique de Mattel. Je sais pas si ça vous évoque quelque chose ou pas spécialement. Bien sûr. Bah oui, naturellement. Ça, c'est quelque chose, c'est un truc exceptionnel. C'est une idée que nous avions eue dans le cadre d'une réunion de direction en France, le marketing, les ventes et trois personnes. Parce que quand on a commencé, nous étions 6, à la fin on était 70 ou 80. Hein. Ça s'est fait, je crois que c'est Didier Baudel, notre responsable de marketing à l'époque, qui avait eu cette idée. Et là, j'avais trouvé ça extraordinaire. On a bien utilisé, on a analysé, on a regardé, etc. Et on se dit, on peut le faire. Et là, j'ai prévenu l'Amérique en disant, nous sommes en train de préparer une opération marketing et promotionnelle. Nous aimerions beaucoup vous voir arriver à partir de, je ne sais plus quelle était la période. Venez à peu près, mais qui n'est pas là le mois, je sais plus. Hein. Oui, non, mais le lancement, je crois que ça a été fait, je me souviens plus. Au moment de la rentrée scolaire, il me semble, ça devait être au mois d'octobre. Okay. Et le créateur, Elliot Handler, le staff complet des US est venu à Paris pour découvrir ce que nous faisions d'exceptionnel et que nous n'avions pas voulu annoncer parce que ça fait une découverte. C'est fou, ça. C'est fou, hein. Ah, mais vous savez, ce qui est encore plus fou, c'est qu'il n'y a aucune archive. Il y a quelques photos, mais il n'y a rien qui traîne. C'est tellement dommage, parce que ça, c'est pareil, c'est des opérations. C'était inédit à l'époque. On n'avait jamais vu ça, quoi. Non, jamais. Jamais. Et c'est Didier qui a eu cette idée-là. Et nous avons, vous le savez, je ne sais plus combien on avait de stations. On n'a rien vendu. Parce qu'on ne voulait pas vendre. Bien sûr, c'était une campagne d'image, oui. Oui, mais les billets gratuits pour venir visiter étaient offerts par les magasins de jouets des villes dans lesquelles nous étions. Ah, donc c'est eux qui prenaient en charge les frais éventuellement du train? Non, même pas. Non. Ah. Leur but, du moins leur objectif était de distribuer les billets gratuits pour aller visiter le train, et ils nous offraient une remise pour rien du tout quand les gens achetaient à l'intérieur. C'est génial. Ah, mais je trouve ça vraiment incroyable. Vous êtes creusé la tête, c'est fou, quoi. Vraiment, bravo. Ça a été, et alors, le plus beau, le plus exceptionnel, c'est que le train est parti aux États-Unis. Ah, je savais pas ça. Ouais. Ah, donc voilà. Ils vous ont piqué l'idée, quoi. Non, on leur a donné l'idée, c'est pas pareil. Ils n'ont pas piqué. Non. Avec les félicitations auprès de la France, nous avons eu cela. Quelle réussite. C'est peut-être ma partie préférée. Alors, avant que j'oublie, c'est souvent avec Toki, on parle du côté un peu malicieux et tout ça. Mais voilà, ils font le train et les magasins de jouets, donc incitent les enfants à revenir chez eux avec une remise de rien du tout. Enfin voilà, c'était vraiment une opération redoutable. Moi, alors, j'ai pas eu la chance d'y aller, mais tous les collectionneurs que je connais connaissent ce train Mattel. C'est un truc, voilà, c'est resté gravé
à tout jamais. Et là, vous avez le détail un petit peu de la genèse de la chose. Donc, encore une fois, tu as Elliot Handler, donc le créateur, hein, comme il l'appelle encore, on sent le respect pour ce monsieur, qui a créé Mattel, qui débarque avec toutes les équipes. Et là, les gars, ils sont... Alors moi, j'avais eu le détail de ça parce que je parlais donc avec Didier Bodel, juste petite anecdote, vous la mettra peut-être quand on ira le voir bientôt. Il déplorait le manque d'intérêt, donc Didier, des Français pour l'opération, parce que donc un des big boss de Mattel à l'époque avait vu ça sur une chaîne anglaise, donc c'était la BBC. Alors je suis pas spécialiste en chaîne, mais ou une chaîne comme ça. Et or c'était Antenne 2. Eux ne se sont pointés que le tout dernier jour, alors que le train, il avait quand même fait un sacré parcours. Et il était un petit peu déçu de ça. Et encore une fois, on voit l'écart de dynamique entre cette équipe française, le succès qu'elle a, tout ce qu'elle met en œuvre, et le petit flan-flan français, on regarde ça de loin, on sait pas trop. C'est Mattel, c'est États-Unis. Non les gars, c'est la France, c'est nous, c'est que des Français qui ont fait ça, quoi. C'est puissant comme produit marketing, on va dire ça comme ça. Déjà, ça fait fonctionner tous les magasins avec eux. Donc, niveau de la pub, ils sont sûrs d'avoir du monde. Mais il y a aussi un autre truc, c'est qu'il y a une Barbie, notamment, qui a été créée pour ce train-là. La Barbie Billy Boy, qui n'était vendue dans ce train, à travers le train, du moins. Du moins, peut-être que Alors, je sais pas comment elle se récupérait, hein. Peut-être qu'on retourne au magasin de jouets, j'en sais rien. Mais c'est la Barbie de l'événement du train. C'est-à-dire que cette Barbie n'existe pas aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on va encore plus loin. C'est-à-dire que ce train, on prend conscience de tout ce qu'on peut faire avec, et on va jusque-là. Et il me semble que le wagon Barbie, si je dis pas de bêtises, c'était la collection privée de Billy Boy à l'époque. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, je sais pas si elle était exhaustive. Et pareil, Didier me racontait donc une de ces anecdotes. Alors, on pourrait plus refaire un train maintenant, ce serait complètement dépassé, mais il me disait à 3h du matin, on avait perdu une chaussure de la Barbie de Billy Boy, tout le monde était à quatre pattes en train de chercher dans le train, parce que donc c'est Didier. Alors, il m'a même montré une vidéo, j'espère qu'un jour on pourra vous la partager, mais il y a même son fils, ils sont en train de monter les store displays qui étaient faits maison. Enfin, tout le monde avait mis la main à la pâte, c'était énorme. C'était, encore une fois, c'était d'une dimension internationale. Il y a le créateur qui vient, et en même temps c'est artisanal parce que tout le monde met la main à la pâte. On n'est pas, je suis pas dans mon bureau le chef. Non, c'est une cohésion, une énergie, c'est un tout. Et enfin bon, c'est puissant, quoi. C'est vraiment exceptionnel. Bon, Tucky, là on envoie du lourd. T'es prêt? Parce que là on est sur notre cœur de cible, maître de l'univers. Au gros là. Donc là il va nous parler du lancement de la gamme. Alors nous on a halluciné. Enfin on s'attendait pas à un truc aussi grandiose, quoi. C'est parti. Je voudrais attaquer les maîtres de l'univers. Donc pour moi c'est pareil, à l'époque c'était vraiment, encore une fois, il y avait des monstres, les gens n'étaient pas contents. Est-ce que vous vous souvenez du lancement, enfin quel souvenir avez-vous du lancement de cette gamme maîtres de l'univers? On l'a lancé en 80, c'est ça, non? Alors si je dis pas de bêtises, normalement c'est 82, et encore voilà, après Oui, alors nous l'avons présenté à Monaco à l'occasion d'une réunion européenne. Okay. Le staff américain et le président de Mattel Monde étaient présents et nous avions loué le hôtel de Monaco, comment il s'appelle, ça va me revenir, la grande salle où on était 1 millier à peu près, peut-être 700. Et et le staff a présenté tout ce qu'il fallait dire sur Mattel, machin. On avait des stands un peu partout pour le jour 2. Et le soir de l'ouverture, le président de Mattel Monde a présenté les maîtres de l'univers. Oh là, énorme. Et les gens ont découvert le lendemain les lignes maîtres de l'univers sur les stands de France, d'Allemagne, d'Italie, etc. On avait invité les clients les plus dynamiques de France, d'Italie, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Espagne. C'était un salon de présentation des nouveautés de l'année 82 ou 3 qui allaient être faites pour que les gens sachent et connaissent la nouvelle ligne avant le salon du jouet. D'accord, ok. Voilà. Et les maîtres de l'univers ont été assez facilement acceptés parce que Big Jim, à la fin, se cassait complètement la gueule.
Alors on s'en est rendu compte aussi, de ce qu'on voit, parce que on retrouve beaucoup en déstockage des choses. Quand c'est le cas, on sait que voilà, c'était qu'il y avait des fins de stock qui traînaient. Moi, j'avais une question de ce garçon. La France, encore une fois, on s'est démarqué. Je dis on, comme si j'avais travaillé avec vous, mais on avait notre propre nom, Musclor. On est les seuls. Qui est-ce qui a trouvé ce nom, Musclor? Tout bêtement, chez nous, on l'a traduit comme ça. C'est fou ça, parce que c'est devenu un nom du domaine public. Vous voyez ce que je veux dire, Musclor. Oui. C'est fou ça. Oh là là, moi je trouve ça énorme. Quoi. Ouais. Alors, techniquement, on a eu des cartes canadiennes au tout début. Est-ce que vous vous souvenez des rapports avec le Canada pour la distribution des cartes en France ou pas spécialement? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus? Pas vraiment, non. Ça n'a pas duré une éternité, je crois, le Canada. Non, ça a duré très peu, effectivement. Même pas une année, normalement. Oui, c'est ça. Ça a été parce qu'on n'était pas prêt pour faire face. C'est le Canada qui, en plus, devait avoir mis en français pour le Québec et on devait avoir un truc anglais et français en même temps, ce qui nous a permis pendant ce temps-là, probablement, mais j'en suis pas sûr, de faire, peut-être que l'Italie a contribué à la production en Europe sur les Maîtres de l'Univers. Ok. Et puis après, on l'a fabriqué en France avec Daniel Vienne. Hein. Oui, c'est ça, l'usine Vienne. Alors, c'était sur ma skis aussi. Il y avait qu'une seule usine à... Non, pas du tout. Non. Ouais. Mais au début, il devait y en avoir, je pense, 5 ou 6. Ah ouais. Et après, on était tous à 3 ou 4. Ils étaient à 3 ou 4. Et Daniel Vienne a été le plus dynamique dans tout ça. Ce qui avait beaucoup étonné les fabricants français, comment appelle-t-on? J'ai un trou, je ne sais plus comment on appelle ça, les gens qui fabriquent pour vous. Les sous-traitants, non? Voilà. Ouais. Non, c'est pas des sous-traitants, c'est autre chose, ça veut rien. Les sous-traitants, quand on a fait du prospect pour avoir des gens qui accepteraient de fabriquer pour Mattel, il a fallu s'arracher parce que les gens ne voulaient pas travailler pour des Américains. Ah, ok. Il faut se souvenir, ça. Hein. Ok. Donc, on a réussi à convaincre une dizaine ou une douzaine de gens et on leur a donné des projets de production pour savoir à quel prix ils sortiraient ça. Ok. Et quand j'ai vu les prix, j'ai dit, ça y est, un truc qui va pas. Le profit, je me demande où ils le font. On a bien regardé et on s'est dit, ils vont gagner de l'argent, mais pas autant que on pourrait le penser. Donc on a réuni à nouveau, sur les douzaines, on a conservé 7, je crois, et on leur a dit, voilà, vous avez fait une analyse de prix, etc., machin, hein, il y a un problème, vous gagnez pas assez d'argent. Non, c'est pas courant, ça. Non, c'est pas courant. Donc, je vous rappelle que vous êtes responsable, si vous vous mettez en production avec nous, vous êtes responsable de la production, de la qualité. Ouais, de la rentabilité aussi de leur boîte, parce qu'ils se cassent la figure, après c'est pareil, ça n'arrange personne, quoi. Oui, mais là, ce sont des enfants qui vont jouer avec. S'ils sont blessés, s'il y a quelque chose, vous serez alliés à Mattel France et vous serez responsable avec moi. Alors, les mecs, ils ont commencé à pas se sentir très bien. J'aurais dit donc, on se retrouve dans 2 semaines et vous me représentez vos plans de production avec un profit minimum de 7%. Ok. Ils n'avaient jamais entendu parler de ça. Donc, quand on s'est revus, les mecs, ils étaient au garde-vous. Ils ont dit, bah oui. Et dernièrement, j'ai rencontré un ancien de Yonax que je connaissais pas. On m'a présenté et il ne me connaissait pas non plus. On lui avait dit, tiens, ça c'était Mattel, ou je sais plus quoi. Et le gars a dit, ah oui, il formait Mattel, mais il a rendu riche tous les fabricants de Yonax. Bon. La vallée du web, mais c'est bien, je trouve ça, enfin, oui, c'est pareil, c'est atypique, hein, quand même, hein. Oui, et puis après, je lui ai dit, bah, c'était moi. Il m'a dit, bah, c'est bon. Bon, c'est fou, hein. Là, alors déjà, on sent que en fin d'interview, voilà, là, il y a la partie boss quand même, parce que quand il renvoie les gars dans les cordes au niveau de
des tarifs et tout. Voilà, c'est plus le même Robert Gerson. On sent qu'il a pris de l'assurance. Et ouais, vraiment. Alors, il y avait un côté sécurité aussi. On sent qu'il fallait vraiment faire attention à ça. Moi, je rebondis sur quand je l'ai sur la partie financière. Mais non. Ce qu'il veut nous dire, c'est que il fallait que les joueurs soient costauds. Il fallait pas être emmerdé avec un gamin qui s'étouffe ou un truc qui va pas bien. C'était hors de question, quoi. Parce que pareil, trop peu cher, c'est cheap. Ça veut dire que la qualité, elle risque de pas être au rendez-vous, quoi. Exactement, ouais. Et le lancement en grande pompe, alors, qui pouvait imaginer ça quand on a entendu ça, on est devenu fou. On aurait trop voulu être là, quoi. T'imagines, t'as toute l'Europe qui est là à Monaco, c'est énorme. Et on sait que Monaco, par la suite, c'était le siège européen. Donc voilà, c'est un endroit peut-être un petit peu neutre. D'ailleurs, Didier Bodel, le responsable marketing Europe, était à Monaco à la fin de sa carrière pour Mattel. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que les maîtres de l'univers, déjà, c'est incroyable, ont été présentés aux autres Mattel de l'Europe, aux succursales, je sais pas comment appeler ça. Ouais, c'est ça. À travers Mattel France, encore une fois. C'est-à-dire qu'on était au milieu de tout à ce moment-là. Les maîtres de l'univers sont passés par nous. Ça, déjà, c'est wow. Tu te dis, ok, quand même. Ça aurait pu être l'Italie qui l'a eu avant, ou le lieu de rendez-vous aurait pu être ailleurs, et c'est Mattel France qui aurait été invité. Non, c'est Mattel France qui organisait visiblement ça tous les ans, à ce que je comprends. Ils faisaient des stands différents pour les différentes gammes de jouets qu'ils avaient, pour les produits à venir. Et en fait, avant les salons dans chaque autre pays, les représentants venaient et tout était présenté à Monaco. Et quand on va sur le site de l'INPI, où j'ai fouillé un peu pour voir les dépôts d'images, de concepts, de noms, beaucoup de choses sont déposées à partir de Monaco. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est comme, on fait venir Mattel Monde, comme il dit, je crois que c'était validé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on présente tout, on est tous regroupés. Là, il parle quand même de 1000 personnes à peu près. Alors, il est entre 500 et 1000, je crois qu'à un moment. Mais c'est énorme. C'est incommensurable. On est dans un endroit privatisé, énorme, gigantesque, avec des stands de partout. On imagine un peu l'ampleur. T'es à Monaco, hein, c'est pas cheap, hein. C'est ça, il y a une espèce d'une image un peu luxe de la marque. Là, et c'est vrai que on peut pas s'imaginer que ça passe autrement non plus. C'est-à-dire qu'on fait venir tous les autres pays, ceux qui sont concernés par la distribution Mattel, et c'est vrai qu'il faut un lieu de rassemblement à un moment donné pour que tout le monde s'accorde. Qui veut distribuer quoi, quand, comment, que tout le monde sache ce qui va sortir. Aux États-Unis, on sait pas. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas le contact direct non plus, contrairement à la France. Donc c'est vrai que rassembler tout le monde à un endroit pour un événement exceptionnel, une soirée de présentation, mais qui n'est pas un Toy Fair, c'est vraiment une présentation que Mattel. Qui, pour moi, ce que je comprends dans ce qu'il dit, c'est que après chaque personne, chaque pays repart avec des échantillons, du moins les internes à Mattel, et là vont présenter eux sur leur Toy Show. Donc là, on peut parler de Toy Fair, je pense, les produits. On va parler un petit peu des moules, la gestion. Donc, quand on avait fait cette interview il y a 1 an, c'était la première fois qu'on arrivait à avancer un petit peu. Bon, depuis, on a eu d'autres informations. Mais voilà, on avait bien apprécié ce passage sur les moules en question. Et au niveau du lancement, donc quand vous fabriquez dans les usines, d'où viennent les moules? Est-ce que ça vient des States? Comment ça se passe? Ça venait, c'est pour ça que j'ai des doutes. L'Italie devait nous avoir prêté des moules. Okay. Ils en avaient fait des deuxièmes. Le Shogun, les moules, je les avais fait venir du Japon. Les moules pour Barbie ont été fabriqués en partie. D'autres sont arrivés des États-Unis. On a mis au point toute une organisation de moules et ça a bien fonctionné. Non, parce que c'est comment dire, c'est vrai, c'est capital. Il faut la qualité, la quantité. Qu'est-ce que j'avais noté? Alors, une question sur un personnage en particulier. Alors, il y a un personnage de Maître de l'Univers qui s'appelle Fécor, c'est le musclor bleu. Oui. Ce personnage, c'est vraiment une légende parce qu'il était fabriqué en France, il a été distribué que pour nous et l'Angleterre. C'est ce dont on se rend compte maintenant. Est-ce que vous avez des souvenirs sur ce personnage en particulier, M. Gerson? Reposez le début de la question, vous dites? Le personnage musclor bleu, vous savez, oui, au début de la gamme. Est-ce que vous avez des souvenirs là-dessus? Parce que il est extrêmement dur à trouver aujourd'hui. Et on se pose des questions. Je n'ai aucun souvenir. Ce que vous allez faire, après, je vais demander à Didier s'il voit pas d'inconvénient à ce que vous ayez une conversation avec lui. Et lui vous donnera plus
de détails que moi. Bon, voilà. Alors, j'ai quand même gardé le passage parce que vous avez compris, c'est ce qui fait le lien avec Didier dont on vous parle souvent. Donc, voilà, on a quelques réponses. On vous en parlera en temps voulu. Mais ouais, donc là, c'était l'organisation des moules. Alors, on peut, enfin, vous verrez dans l'interview qu'on a déjà montée, qui est prête à être distribuée, mais dont on attend le bon moment. On a même pu en savoir un petit peu plus sur ces moules, puisqu'en fait, ils voyageaient beaucoup. On a enlevé une petite pastille et un moule où c'est marqué Made in France est le même que celui qui est à Taïwan, mais on a juste mis une pastille Taïwan, ainsi de suite. Après, les presses étaient différentes. Donc, il y a un écart de technologie ou des différences là-dessus. Mais en gros, ouais, le nerf de la guerre, c'est le moule. Quand tu fabriques, il te faut de la matière première, donc du plastique, et un moule pour fabriquer. Donc on a en gros, là, il nous explique qu'au bout d'un moment, ils ont tâtonné un petit peu. Et l'Italie, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, hein, Toki. Ouais. Revient dans la discussion, quoi. Mais tu vois, par exemple, on pourrait peut-être deviner que l'Italie fabriquait le Château des Ombres avant nous, parce qu'on le trouve encore une fois sous sorte de boîte canadienne, les premières. Et peut-être que, parce que là, il dit qu'en fait, ils gardaient le moule, eux, mais ils en faisaient un deuxième, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils continuaient à produire et ils faisaient un moule aussi pour la France. Alors, quel objet en particulier, c'est compliqué parce que d'autres pays faisaient aussi des moules et il y a cet échange de moules. Mais au tout début, il est possible effectivement que ce soit l'Italie qui nous ait peut-être aidé avec nos premiers moules à nous, au maître de l'univers, hein, du moins. Parce que, bah oui, il faut gagner du temps. C'est vrai que le moule qui vient de Taïwan, lui, il faut le temps qu'il arrive. Ça devait pas arriver en 2 jours. Exact. Alors que l'Italie, c'est pas très loin, on peut, en une journée. Ouais, ça. donc c'est assez sympa à analyser en tout cas. Mais et attends, excuse-moi, je rebondis juste sur ce que tu dis parce que c'est très intéressant. Ouais. Il faut savoir que Oyonnax, par rapport à l'Italie, t'es pas très très loin. T'es vraiment quasiment. Je sais pas d'où pouvait venir le moule. Tu t'es entre 1 heure et 3 heures selon géographiquement. Et oui, effectivement, je pense qu'avec un semis, tu cherches ça et c'est hyper rapide. Tu peux l'avoir le lendemain, ouais, effectivement. Ouais. Et donc le monsieur également, dont on a l'interview qu'on vous diffusera bientôt, nous parlait du Portugal, Toki, c'est ça, hein, pour aussi, ouais, la fabrication des moules. Au niveau des moules au début et principalement apparemment pour les têtes, parce qu'on n'arrivait pas nous à faire les têtes, le côté mou, je pense, des têtes, maître de l'univers. Donc voilà, alors on en saura un petit peu plus. Donc on tâtonne, hein, c'est pareil. Alors depuis l'interview de Robert Jasson, on a pu avancer, mais on n'est pas encore au bout de ce qu'on veut vous proposer avec Toki et de ce qu'on veut analyser. Donc bah c'est en cours. Voilà, on vous explique un petit peu. Là, vous avez un petit peu notre pas road trip, mais le fil qu'on suit pour pouvoir vous proposer des réponses à toutes les questions qu'on a et que vous avez peut-être. Vous avez travaillé chez McDonald's, vous savez que le business, c'est du business, et qu'à ce titre, le résultat, c'est le succès. Donc, ce sont deux façons de réfléchir. Une qui le fait au travers du succès, et l'autre qui le regarde au travers du profit. Un milieu des deux pourrait permettre de faire oui. Bon, mais c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en gros, c'est quand même cette histoire des années 70 à 90, on va dire, elle n'est pas connue, et le pays a quand même beaucoup changé, mais on va pas s'en séparer. Oui. Et voilà, bon, mais c'est dommage de pas se souvenir, parce que c'est inspirant, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. C'est inspirant, parce que c'est toujours possible de faire des choses. Il y a des façons d'avancer. Et voilà, le type d'action que vous avez mené, enfin, les décisions qui ont été prises, tout ça. Moi, je trouve ça, je trouve ça incroyable. Et c'est tellement français, en fait. Et les gens connaissent pas ce succès français. Vous voyez, c'est ça l'idée, si vous voulez. Oui. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Mais il y a d'autres. Moi, j'ai un de mes amis qui s'occupe de la filiale Tommy en France. Oui, je connais, bien sûr. Bon, il a réussi à remettre cela en place parce que il a travaillé, comme je l'ai été, avec des Américains où moi j'ai passé des mois aux États-Unis, hein, donc vous finissez par avoir une façon de réfléchir, vous avez la volonté, vous pensez que vous pouvez réussir, il faut faire quelque chose au lieu de dormir dans un coin et justement. Oui, bien sûr. Bon, je vous remercie, M. Gerson. Je vais pas vous retenir plus. Merci vraiment du fond du cœur. J'ai été vraiment ravi d'échanger avec vous.
Je vous Si en Monsieur prie. Baudel est consent à me contacter, voilà, Oui. ça me fait vraiment plaisir. Vous verrez ça avec lui. Bon, bah, ça marche. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Gerton. Hein. Je vous en prie. Bonne soirée à vous. Un grand merci. Au revoir, merci. Au revoir. Bon, ben voilà, on a fait le tour de ce témoignage de l'époque. Alors, je pense que vous avez retrouvé ce qu'on vous disait au début, c'est-à-dire, moi, c'est ça, c'est une colonne vertébrale. Robert Gerson, tu sens une présence. Rien qu'au téléphone, hein, 2-3 fois, tu sens de la fermeté, de la malice, tout ce que tu veux, mais quelqu'un qui sait très bien ce qu'il raconte. Et voilà, c'est des gens, moi, j'aurais aimé bosser avec ce gars. Voilà, je pense que, tu vois, un leader, c'est ça, c'est pas un gars qui dit tout le temps, ouais, t'es super, non. On est ferme, on respecte ses engagements, on est droit, mais par contre, voilà, on est visionnaire et on est motivant, on est captivant, hein, quand il parle. Enfin, moi, j'ai passé un bon moment à faire cette interview, même s'il y avait du stress, bien sûr. Et le contenu, en tout cas, c'est ce qu'on veut faire sur la chaîne. Alors, c'est pas du tout prétentieux, mais voilà, moi, je connaissais pas tout ce qu'il m'a donné comme info. Je me suis dit, waouh, génial. Et c'est le but du Grayscale Memories. Donc là, pour moi, on était en plein dedans et on est tellement content de partager ça avec vous. C'est un document assez unique, en vérité. C'est ça. Et du coup, restez connectés parce qu'on a d'autres choses. On aura d'autres interviews de ce monsieur, peut-être plus concentrées sur les maîtres de l'univers. Là, c'est un peu une approche. On essaye de présenter aussi la personne. Et puis après, on attaquera ce qui nous intéresse, le gros, le truc lourd, quoi. Mais et le reste de son équipe, c'est pareil. Au fur et à mesure, on a contacté, on contactera encore des gens parce qu'il le dit à un moment donné, ils étaient à peu près 80. On a accès à la liste, il faut juste qu'on retrouve les gens, qu'ils acceptent de nous parler, et on essaiera de faire au mieux pour contenter tout le monde au niveau des narratifs, au niveau des questions. Si vous avez éventuellement des questions, peut-être qu'on peut les réunir quelque part. Vous avez l'adresse email, notamment de la chaîne. Ouais, exact. Envoyez des questions. Voilà, on peut pas vous promettre qu'on sélectionnera tout, machin, mais éventuellement, envoyez quelques emails si ça vous tente. Mettez quelques questions que vous avez en tête, sur Mattel France principalement, et puis le jour où ça se prête à nous, on se trouve peut-être devant la bonne personne, écoutez, on fait une pierre deux coups, on pose la question. On peut le faire. Moi, j'ai passé un bon moment à préparer ça et on espère que ça vous aura plu en tout cas. Ouais. En tout cas, c'était cool et je te remercie pour l'initiative d'avoir pu l'appeler. Voilà, tout ça, c'est grâce à toi quand même. Donc, on met des choses en place à deux, mais t'as quand même pris les devants. Ouais, alors là, si tu rentres là-dedans, moi, j'ai envie de te dire qu'on est complémentaires parce que alors, allez, je le place là vite fait, après on va arrêter, mais en fait, c'est un cercle vertueux. Toi, t'as ta partie, moi j'ai la mienne, et en fait, voilà, le final, le résultat, moi, il me paraît cool. Mais tout est important. Les cerveaux, ils sont connectés, et c'est pas que c'est hyper équilibré en vérité, le Grayscale Memories, parce que sans Tucky, il y aurait pas. Moi, je pense que j'apporte aussi ma partie, mais voilà, c'est hyper complémentaire. Donc, je te remercie, ça me fait plaisir. Mais je te renvoie la politesse dans ton domaine également, hein, mon bon Tucky. C'est cool. C'est trop émouvant, on va finir là-dessus. Ouais, là, on va mettre une image des bisounours, mais les bisounours. Avec on va mettre Barbie. Allez. Non, la famille Douker. La famille Douker. On a dit la même idée. On est synchro. Ou alors, je crois que c'est notre meilleure chute. Il y a Tracy qui vole Ken à Barbie. Eh vas-y, trouve-moi la photo et je l'incruste. Ok. Et ça, c'est assez grandiose. Je coupe pas, on garde ça comme fin. Attention. Ok. Ça marche. Allez, Toki, les gars, à bientôt, à plus. À bientôt, merci de nous avoir suivis.